l'orateur aujourd'hui, c'est Zanchi, qui est professeur à Sorbonne Université, qui va parler de mouvement brownien branchant et champ libre gaussien. Donc c'est un grand plaisir qu'il soit là. On se connaît depuis pas mal d'années. En particulier, il y a quelques années, il y a eu des gros travaux à l'école normale. Et Zan et mon ancienne étudiante Damien m'ont invité à me réfugier dans leur laboratoire à Jussieu. Et depuis, ça m'a fait travailler avec Zan. Et depuis, on a eu une collaboration qui n'a pas été interrompue. Donc je suis très très heureux qu'il soit là et très heureux qu'il y ait eu ces réparations très longues et très embêtantes à l'école normale, parce que ça m'a permis c'est vraiment le point positif d'interagir et de travailler avec Zan et d'apprendre beaucoup de choses à son contact. Bon, donc je te passe la parole. Merci beaucoup, Bernard. Donc, je voudrais d'abord remercier Bernard pour l'invitation. C'est évidemment un immense honneur de venir travailler avec tous. Donc, je suis mathématicien, donc même si je parle du même objet que dans le cours de Bernard, en fait, mon langage est plutôt celui des mathématiciens. Donc, en plus, tout à l'heure, je me suis rendu compte que le mouvement brownien que moi j'ai pris, ce n'est pas tout à fait celui dans le cours de Bernard. Donc, la variance du mouvement brownien, pour moi, c'est 1, comme pour tous les mathématiciens. Donc, je vais essayer de m'adapter. Donc, si jamais il y a des fautes de constantes, il y a une histoire de 2 ou racine carrée de 2, c'est que je m'adapte mal. Donc, je voudrais parler pour le mouvement brownien branchant et pour le champ libre gaussien. Donc, je vais compter le nombre de valeurs extrêmes, mais je vais passer l'essentiel du temps à regarder le mouvement brownien branchant parce qu'en fait, il est assez bien connu qu'il y a une relation, bon, pas tout à fait exacte, mais il y a une relation entre le champ libre gaussien et le mouvement brownien, en tout cas en ce qui concerne les valeurs extrêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement connu et qui n'est pas du tout à nous. Donc, il s'agit de quelque chose que j'ai appris auprès de Elie Adekon à Paris 6 et Yue Hu à Paris 13. Ok, donc je vais commencer par étudier le mouvement brownien. Donc, noté par BBM comme dans le cours de Bernard. Donc, Bernard a eu la gentillesse de nous redessiner un graphe du mouvement brownien branchant. Donc, je rappelle très brièvement, au départ, on a une particule qui part de l'origine 0. Donc, ça, c'est espace et ça, c'est le temps. Donc, le temps, ça bouge comme ça. Donc, au départ, il y a une seule particule qui bouge comme un mouvement brownien. Donc, rappelons que le mouvement brownien est au sens pour les physiciens. Donc, la variance à l'instant 1, c'est 2. Pour les mathématiciens, nous, la variance, c'est tout le temps 1. Donc, au bout d'un temps exponentiel de paramètre 1, donc ça se sépare en 2 morceaux et chacun est d'un mouvement brownien qui est tout à fait indépendant de tout le reste. Et ensuite, chacun des mouvements browniens a une durée de vie exponentielle de paramètre 1, donc, etc. Ça se sépare. Et ici, j'arrête le système à un certain instant, disons petit t. Donc, petit t, c'est le temps. Donc, il y a un certain nombre de particules que j'appelle aussi de temps en temps individus à l'instant t. Et Bernard nous a démontré tout à l'heure que lorsque t est très grand, le nombre, c'est à peu près exponentiel de t. Okay. Donc, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la valeur maximale que j'appelle x max, qui dépend évidemment de t. Donc, dans le cours de Bernard, c'est noté x max. Bon, donc ça, c'est la notation. Donc, je rappelle que c'est un résultat tout à fait classique de Fischer et de KPP, la même année apparemment. Personnellement, j'ai un peu peur d'écrire le nom des KPP, donc c'est Kolmogorov, Petrovsky et
Kounov. Donc, qui montre que le front, ça bouge avec la vitesse. Ici, c'est 2. Donc, et justement, les deux équipes ont démontré ça grâce à l'étude de l'équation FKPP. Donc, ils montrent que lorsque t tend vers l'infini, ça converge vers 2, qui est vitesse minimum, c'est ça, dans le cours de Bernard. Du point de vue mathématique, cette convergence a lieu. Bon, si j'utilise FKPP, c'est qu'on montre ça en loi, donc en probabilité. Donc ce qui est juste pour les probabilistes. Donc, cette convergence a lieu en probabilité. Mais depuis, évidemment, on progresse un peu et on peut montrer que cette convergence, en réalité, a lieu presque sûrement. Okay. Donc, je peux renforcer un peu le sens de cette convergence, mais ça, ce n'est pas le but de mon exposé. Donc, je voudrais rappeler quelque chose qui est un peu à côté, mais je vais peut-être rappeler ici. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la probabilité. Donc, je demande à ce que la position maximale soit encore au-delà de 2 fois t. Donc, je sais que FKPP me dit que c'est à peu près 2t. Mais moi, je demande à ce que ce soit quelque chose, disons, une constante strictement plus grande que 1 fois 2t. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse ici. X fois 2t. Donc, je fixe une constante qui est strictement supérieure à 1. Donc, en fait, en maths, on appelle ça probabilité de grande déviation. Bon, évidemment, donc d'après FKPP, je sais que cette probabilité-là, ça va tendre vers 0. Et la question que je me pose, c'est qu'avec quelle vitesse ça tend vers 0. Et en fait, ce n'est pas très difficile. Bon, je vais écrire juste 2 papiers, mais sans doute, même avant la publication, il y a des gens qui savaient ça même avant. Donc, il y a Chauvin et Rouault. En 88, 9, 8. Et Rouault en 2000, mais ils savent que ça, c'est à peu près, c'est comme beaucoup de probabilités de grande déviation, en fait, ça tend vers 0 de façon exponentielle. Donc, lorsque t tend vers l'infini, c'est exponentiellement petit et comme exponentielle de moins une constante fois t, où cette constante, c'est x2 moins 1, et ça tombe bien puisque x est supposé strictement plus grand que 1, donc x2 moins 1 est d'une constante strictement positive. Okay. Donc cette écriture, ça veut dire simplement que si j'ai 2 expressions at et bt qui dépendent de t, les 2 sont strictement positifs, et je dis que les 2 sont à peu près pareils, ça revient à dire que dans l'échelle exponentielle, c'est équivalent. Ça tend vers 0. Autrement dit, j'ai un petit taux de 1 fois t dans l'exponentielle. Petit taux de 1, c'est quelque chose qui tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très profond. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est une quantité qui a déjà été introduite tout à l'heure dans le cours de Bernard, à savoir que je m'intéresse au nombre de particules, au nombre d'individus, dont la position à l'instant t est au-delà de x fois x. Sauf que je vais normaliser un peu différemment. Donc, au lieu d'avoir, je vais directement prendre quelque chose qui dépend de t. Donc, peut-être, OK, je vais écrire x
à l'instant t. Donc, c'est-à-dire qu'à cet instant-là, je fixe une position x et je compte le nombre de points qui sont à droite de x. Donc, dans mon dessin, si je prends petit x ici, ben, il y en a 2. Okay. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse. Pardon? À l'instant t. Merci. Bon, OK. Donc, il y a un résultat assez connu de Biggins. Qui date des années 90, qui dit que si je regarde le nombre de particules qui sont à droite d'une constante fois t, donc cette constante, je prends donc strictement positif, mais comme on savait que ça ne peut pas être au-delà de 2t, donc, OK. Je vais prendre A fois 2t, excusez-moi, parce que 2t, c'est vraiment la position maximale. Donc, je vais prendre un strictement plus petit que t. Donc, dans ce cas-là, je sais que d'après FKPP, je sais qu'il y a des points. Okay. Et la question que se pose Biggins, c'est que combien de points il y en a lorsque t tend vers l'infini. Et le résultat de Biggins, en fait, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de surprise. Ça se comporte comme l'espérance. Donc l'espérance est relativement facile à calculer. Donc on compte l'espérance. Il s'avère que donc, le véritable énoncé du résultat Biggins, c'est que ce nombre-là, ça se comporte comme son espérance. Et l'espérance, ça se calcule assez facilement. Donc ce que j'obtiens, c'est exponentiellement nombreux. C'est E puissance une constante fois t, où cette constante, c'est 1 moins A2. Bon, OK. Jusqu'ici, il n'y a rien de très spécial. Et tout de suite, une question. Donc, en fait, lorsque on s'est mis à travailler ensemble, au tout départ, on travaillait sur des questions concernant le NBBM, qui sera le sujet de l'exposé de la semaine prochaine. Donc, en fait, dans notre premier travail sur le modèle NBBM, en fait, il fallait regarder la question suivante et à laquelle on n'avait pas de réponse. Donc, je regarde la probabilité. Donc, je regarde toujours ce nombre-là, A fois 2. Donc, le nombre de points qui est à l'instant t à droite de position A fois 2t, donc toujours pour A entre 0 et 1, comme tout à l'heure. Donc, Biggins m'a dit que cette variable aléatoire, ce nombre-là, c'est à peu près E puissance ce nombre fois t. Okay. Moi, je demande à ce que ce nombre soit beaucoup plus grand que ça. Ça veut dire exponentielle d'une autre constante fois t, et cette autre constante soit strictement supérieure à 1 moins A2. Donc, c'est encore une histoire de grande déviation, sauf que c'est pour ce nombre-là. Tout à l'heure, on a regardé une probabilité de grande déviation juste pour la position maximale. Et cette fois-ci, je m'intéresse à une histoire de grande déviation, mais pour ce nombre-là. Okay. Donc, je regarde la probabilité que ce nombre-là soit plus grand que... Donc, ça, c'est pour petit b, c'est peut-être... C'est très difficile de changer une notation pendant un exposé. Allez, appelons ça lambda. Donc, lambda, c'est une constante qui est strictement plus grand que le nombre 1 moins A2, parce que 1 moins A2, c'était le nombre de Biggins. Donc, je prends un nombre qui est strictement plus grand que ça. Donc, du coup, je sais que cette probabilité-là, ça va tendre vers 0 d'après le résultat Biggins. D'autre part, j'ai une contrainte naturelle.
c'est que je sais que de toute façon, le nombre total, sans regarder la position, le nombre total d'individus à l'instant t, je sais que c'est à peu près exponentiel de t. Donc, je ne peux pas aller au-delà de exponentiel de t. Donc, autrement dit, ici, lambda ne peut pas aller au-delà de 1. Donc, j'ai une contrainte naturelle, c'est que je suppose que lambda est extrêmement plus petit que 1. Bon, OK. Donc, dans le travail avec Bernard, en fait, on avait besoin de ça, mais malheureusement, on ne savait pas comment prouver ça. Donc, on a conjecturé, là, c'était tend vers l'infini, bien sûr, ça tend vers 0, et on voulait savoir avec quelle vitesse ça tend vers 0. Donc, c'est encore une histoire de grande déviation, et voici la réponse. Donc, c'est E puissance moins, donc I, parce que j'utilise la notation de la théorie des grandes déviations, donc c'est une fonction de taux. Et la valeur, c'est relativement sympa. Donc, le A, c'est mon X, et lambda, c'est mon A. Ça a l'air plutôt correct. Bon, OK. Donc maintenant, je voudrais vous convaincre pourquoi cette conjecture serait vraie. À l'époque, c'est Bernard qui m'a expliqué pourquoi ça devrait être vrai. Donc, moi, je veux qu'à l'instant T, il y a beaucoup de points qui sont au-delà d'une certaine position. Beaucoup plus que le nombre normal, entre guillemets. Okay. Donc, voici l'explication. Donc, ça, c'est toujours position. Et là, c'est le temps. Donc, à l'époque, Bernard m'a expliqué que donc, je veux qu'à l'instant T, il y a beaucoup de points très à droite. Donc, la meilleure stratégie, donc la stratégie qui coûte la moins de choses, c'est de demander d'abord, pendant un certain instant, de produire juste une particule qui va très loin. Donc, je vais avoir un mouvement brownien, mais qui va essentiellement à droite. Bon, imaginons que je suis là. Donc, jusqu'à un certain instant, que j'appelle tau, tau est proportionnel par rapport à t, donc une constante fois t, où cette constante est strictement entre 0 et 1. Et il arrive bien loin, que j'appelle, ce moment-là, j'appelle EGHEC fois 2 tau. Donc, tau, c'est proportionnel par rapport à t. Donc, à l'instant tau, je sais que d'après FKPP, a priori, la position maximale, c'est 2 tau. Mais je demande à qu'il y ait une particule qui aille plus loin que ça, donc avec EGHEC fois 2 tau, où EGHEC est strictement supérieur à 1. Bon. Donc, ici, EGHEC est strictement supérieur. Donc, ça, c'est... Évidemment, ça va coûter. Ça va me coûter. Okay. Par contre, une fois que c'est fait, le reste, je ne demande rien du tout. Je laisse fonctionner le système de façon tout à fait normale. Donc, ça veut dire que la seconde partie ne va rien me coûter. Ce qui me coûte cher, c'est la première partie, de produire une particule qui va vraiment plus vite que d'habitude. Donc, le reste, bon, à partir de ça, bon, il y en a d'autres particules, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je regarde juste cette particule-là. Je sais qu'après l'instant tau, cette particule, ça bouge comme un BBM. Ça veut dire au bout d'un certain temps, ça va se brancher, etc. Donc, moi, je regarde ce qui se passe à l'instant t. Évidemment, je dessine moins bien que Bernard. Voilà. Donc, si je regarde dans le repère rouge, donc j'ai encore un BBM, okay, un mouvement brownien branchant, sauf que le temps que je regarde, c'est t moins tau.
Donc, ici, ce que je regarde, c'est lorsque la position, donc tout à l'heure, moi j'ai écrit A, donc j'appelle ça A1, fois 2 fois le temps. Le temps ici, c'est pas T, mais plutôt T moins tôt. Donc je fixe, je regarde position qui est A1 fois 2 fois le temps. Donc A1, c'est quelque chose entre 0 et 1. J'essaie d'appliquer le résultat de Bigins. Okay? Donc je fixe une constante qui est strictement entre 0 et 1 et je compte le nombre de particules dans ce système-là tel que dans le repère rouge, à l'instant t moins tôt, donc la position c'est à droite de A1 fois 2 fois le temps. Et comme ça, Bigins me dit que ce nombre-là, ça c'est Bigins, le nombre de ce genre de croix, Bigins me dit que ça c'est à peu près E puissance 1 moins, la constante ici c'est A1, au carré, fois le temps ici c'est T moins. Donc, je sais qu'à droite de cette position-là, j'ai déjà ce nombre exponentiel de particules. Ça, c'est automatique, parce que Bigins me le dit. Je n'ai aucun effort à faire. Donc, le seul effort que je fais, c'est qu'à l'instant tôt, j'ai déjà une position qui va relativement loin. Bon, donc ça, pour l'instant, je n'ai absolument rien fait. Donc maintenant, je regarde la probabilité qui m'intéresse en question. Donc je copie juste la probabilité qui m'intéressait, A fois 2t. Donc à l'instant t, je regarde le nombre de particules à droite de la position A fois 2t. Donc je veux que ce soit plus grand E puissance lambda t. Donc je dis que il suffit qu'à l'instant tôt, il existe au moins une particule qui soit à droite de la position Y fois 2 taux. Donc, en notation de tout à l'heure, c'est la position maximale, c'est X max, sauf que le temps, ce n'est pas T, mais ici, c'est taux. Et je veux que la position soit au moins Y fois 2 taux. Plus ça. À condition, bien sûr, que d'une part, ce nombre-là est déjà plus grand que cela, parce que j'ai négligé totalement les autres particules. Okay? Donc ça, c'est vrai si, donc j'ai des conditions, à savoir que ce nombre-là est au moins E puissance lambda t. Donc ça veut dire que 1 moins A1 au carré t moins tau, c'est au moins lambda t. Et d'autre part, je veux que cette position-là, dans le repère blanc du départ, cette position-là, c'est exactement la position A fois 2t. Donc, et cette position, c'est Y fois 2 taux, parce que c'est cette position horizontale, plus ça. Donc, je veux que Y fois 2 taux plus A1 fois 2 fois t moins taux, je veux que ce soit égal à la position que je vise au départ, à savoir A fois 2t. Donc, si ces deux conditions sont satisfaites, dans ce cas-là, je sais que la situation qui m'intéresse suffira pour produire l'événement dans la probabilité du départ. Et j'espère que tout le monde est d'accord avec cette inégalité. Bon, si vous êtes d'accord avec ça, c'est déjà terminé. Parce que cette probabilité, évidemment, c'est exactement la même chose que là, sauf qu'au lieu d'avoir t, j'ai tau, et au lieu d'avoir x, j'ai y. C'est la seule différence, sinon, j'ai déjà ça. Donc, d'après le résultat Chauvin-Rouault et Rouault, je sais que ici, ça me donne, enfin, à peu près, ici c'est tau tend vers l'infini,
e puissance moins, donc EGHEC de moins 1 fois tau. Bon, et je vais prendre tau égal à... Donc, a priori, j'ai le choix libre pour le taux EGHEC à 1, etc. Donc, moi, je vais choisir taux, donc ça, c'est mon choix, égale une petite proportion de t, enfin, une proportion t avec une constante b qui est strictement entre 0. Bon, ok. Donc, ici, j'aurai e puissance moins EGHEC de moins 1 fois b fois t. Bon. Donc, si je compare ça avec ce que je visais, donc ça veut dire que ça sera EGHEC de moins 1, le tout multiplié par b, ça, ce sera la constante qui m'intéresse. Et je veux que cette stratégie me donne une borne inférieure la plus grande possible. Autrement dit, je veux que cette constante-là soit la plus petite possible. Ouais. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est... Bon, je dois effacer quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est je veux que la constante ici, y de moins 1 fois b, soit la plus petite possible. Donc, c'est l'inf de ça. Mais j'ai des contraintes. Donc, j'ai toutes ces contraintes-là. Donc, à savoir, petit b, c'est entre 0 et 1. Y, on a dit qu'il fallait que ce soit plus grand que 1. Ensuite, j'ai ces deux relations-là. Bon, ici, il y a certaines choses qui se simplifient. Donc, tau, c'est b fois t. Donc, dans les deux côtés, le t disparaît. Donc, j'ai 1 moins a1 au carré fois 1 moins b. Donc, il faut que ce soit supérieur ou égal à lambda. La constante 2 qui traîne un peu partout, mais en fait, ça ne sert à rien du tout. Et tau, on a dit que c'est b moins t. Donc, ici aussi, c'est b moins t. Donc, dans les deux côtés, j'enlève le t. Donc, ici, la contrainte, ça devient y fois b plus a1 fois 1 moins b égale à a. J'espère ne pas me tromper en copiant. Donc, j'ai une petite question d'optimisation à faire, et ça, c'est un petit exercice de rien du tout. Donc, il s'avère qu'à la fin, je tombe exactement sur ça, à savoir A2 sur 1 moins lambda 2 moins 1, et avec le choix optimal, donc ça, je copie. Donc, ici, le choix optimal. Donc, je fais cet exercice, en fait, je crois que c'est Bernard qui a fait cet exercice-là. Donc, le choix optimal y, c'est x sur 1 moins, je ne vais pas me tromper, lambda, petit b, c'est 1 moins lambda, x, comme il est dangereux de changer de notation pendant un exposé, le petit x, c'est petit x, donc je veux que ce soit x, petit x, c'est mon a. Petit x, c'est mon a, 1 moins lambda sur a2 moins 1 moins lambda le tout au carré, et le petit x1, c'est 1 moins lambda sur A. Voilà. Bon, c'est pour dire que ça, c'est élémentaire. Okay. Et là, bon, ça me donne juste une stratégie pour arriver à cet événement. Et l'argument de Bernard, c'est de dire que cette stratégie devrait être optimale, à savoir que ça coûte moins cher de demander à un seul individu de faire beaucoup d'efforts plutôt que de demander à tout un système. Dans le système, le nombre de particules, c'est exponentiel. Donc, ça coûte moins cher que quelqu'un fasse beaucoup d'efforts pour tout le monde plutôt que de demander à un grand nombre de personnes de faire des efforts.
Donc ça, c'était l'argument de Bernard, et ça m'avait l'air assez convaincant, sauf qu'on ne pouvait pas prouver que cette stratégie est nécessairement optimale. Parce que théoriquement, il est possible qu'il y en a beaucoup plus de particules, non pas là, mais plus à gauche, et qu'ensuite, comme elles sont nombreuses, on peut espérer qu'il y en a peut-être qui vont ensuite aller vers là. Donc ça, au moins, théoriquement, c'est possible. Okay. Donc, le résultat donc, de cet exposé, c'est de dire que la conjecture est correcte. Je vais effacer ça. Donc, en fait, pour tout ça, donc même si A est au-delà de 1, a priori, c'est bon aussi. Dans ce cas, évidemment, je ne vais pas prendre un lambda négatif, donc je vais prendre le parti positif de ça. Bon, donc ça, c'est l'histoire concernant le mouvement brownien branchant. Donc peut-être je voudrais dire un mot sur le champ libre gaussien. Donc je peux déjà effacer cette partie du tableau. Donc ça, ce sera ma deuxième partie. Malheureusement, je n'aurai pas vraiment le temps de vous expliquer pourquoi il y a une similitude entre les valeurs extrêmes du champ libre gaussien et celles du mouvement brownien branchant, mais rien qu'avec les résultats formels, j'espère que tout le monde sera convaincu qu'il y a un analogue. Donc, champ libre gaussien, bon, comme pour le mouvement brownien branchant, donc j'utilise l'abréviation à l'anglaise. Donc cette fois-ci, je prends un réseau de carrés dans le plan. Donc comme dans le cours de Bernard, donc le champ libre gaussien ici c'est au sens discret et en dimension 2. Donc je prends. On a vu tout à l'heure que, bon, a priori, ce sont les points dans le réseau qui m'intéressent, mais je dessine juste un carré. Okay? Donc, au bord, le champ gaussien, c'est nul. Et à l'intérieur, la densité conjointe, donc densité, donc ça, j'ai juste copié l'écriture de Bernard. Okay. Donc ce qui m'intéresse, c'est la valeur maximale du champ H sur tout le carré. Bon. Le maximum de H. Donc, il est bien connu que ça converge en probabilité lorsque grand N, qui est la taille de la boîte, il est bien connu que ça divisé par log N2 au carré. Donc, j'utilise N2 au carré parce que N2 au carré, ça, c'est vraiment le nombre de points dans le réseau. Okay, donc, en réalité, c'est le nombre de points. Donc, il est bien connu que ça converge vers une constante qui est finie extrêmement positive, qui dépend de
qui dépend de la normalisation de la constante A. Donc, moi, je suis mathématicien, donc je prends A égale à 1,5. Dans ce cas-là, gamma, c'est très joli, c'est racine carrée de 2, c'est racine carrée de pi. Donc, enfin, bref, c'est une constante qui est parfaitement bien connue, qui dépend juste de la façon dont vous normalisez. Mais de toute façon, je n'aurai jamais besoin de la valeur numérique de gamma. Okay. Donc ça, ce résultat-là, c'est dû à Boltahausen. C'est un peu le point de départ de l'étude du champ libre gaussien par les mathématiciens d'Euchel et Giacomin qui est à Paris 7. Donc ça, c'est en 2001. Donc vous voyez que ça, en fait, c'est l'analogue du résultat de FKPP pour le champ libre gaussien. Sauf que pour le champ libre gaussien, la normalisation, ce n'est pas tout à fait le nombre de particules, mais plutôt log du nombre de particules. Okay. Donc ici, le nombre de particules, ça joue le rôle du temps. Ici, il n'y a pas de temps, en fait. Donc la taille de la boîte, ça joue un petit peu comme le rôle du temps dans le système du mouvement brownien branchant. Okay. Donc en fait, ça veut dire que le max, c'est cette constante gamma fois log n au carré. Or, pour le BBM, Bernard en a parlé à plusieurs reprises que, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Bramson, par exemple, s'est développé jusqu'à l'ordre constant. Ici aussi, en fait, on peut aller développer jusqu'à l'ordre de constant. Donc, l'analogue du résultat de Bramson, mais pour le champ libre gaussien. Donc, ça a été fait relativement récemment donc, par Bramson. C'est le même, bien sûr. Et Dean et Zaitouni en 2016, donc qui a développé, donc au lieu de s'arrêter jusqu'au terme principal, ils sont capables d'aller jusqu'au terme de l'ordre constant. Bon, ok. Donc ça, c'est l'analogue de FKPP. Maintenant, je vais parler de l'analogue de Biggins pour le champ libre gaussien. Je vais effacer le théorème. L'analogue du résultat de Biggins pour le champ libre gaussien, ça a été fait par Olivier Davieux, qui à l'époque, au moment du travail, à l'époque, il préparait une thèse avec Amir Dembo à Stanford. Donc, il montre que, bon, je vais utiliser sa notation, donc, quel que soit, donc, eta va jouer le rôle de A, en fait. Donc, je compte, je vais lui donner un nom, H qui dépend de N, qui est la taille de, enfin, la longueur du côté de ma boîte, eta, donc c'est un paramètre entre 0 et 1, donc je compte le nombre de point I dans la boîte telle que la valeur du champ libre gaussien dépasse une proportion état de la plus grande valeur possible. La plus grande valeur, je sais que c'est gamma fois log n au carré. Donc la proportion état de la plus grande valeur possible. Vous voyez, tout à l'heure, Biggins cherchait à regarder le nombre de points où les valeurs du mouvement brownien branchant à l'instant t dépassent la proportion A de la valeur maximale possible. Donc, ici, je fais exactement la même chose. Okay. Donc, Davieux démontre que ce nombre-là, aussi tant que état est extrêmement plus petit que 1, ça aussi, c'est exponentiel. Et le nombre, d'ailleurs, vous allez aimer ça, 1 moins état au carré. Bon, le 2, c'est n au carré qui
qui doit être considéré comme un paramètre, en fait. Donc, c'est le nombre de particules totales dans la boîte, le tout à la puissance 1 moins état au carré. Okay. Donc, ça joue, c'est un peu comme ça, parce que tout à l'heure, E puissance T, c'était le nombre total de particules à l'instant T. Okay. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un analogue entre le résultat d'Avio et le résultat Big-Ings. Formellement, on a vraiment l'impression que c'est la même chose. Et là, c'est pareil, il y a des raffinements du résultat d'Avio. Donc, pour le BBM, donc, justement, avant la pause, Bernard nous a parlé donc, des processus, du processus extrémal dans la limite pour le BBM. Ben, ici, en fait, il y a quelque chose de tout à fait similaire qui a été fait justement en utilisant ce qu'on savait déjà faire pour le BBM. Donc ça a été fait par Biskup et Louis Dor en 2017, qui ont justement caractérisé les points extrémaux, donc en fait tous ces points-là, etc. Bon, ok. Donc, juste un sous-produit, ça ne nous demande pratiquement aucun effort particulier parce que nous, on sait, d'après les résultats, les travaux d'autres personnes, nous, on sait que le champ libre gaussien ressemble au mouvement brownien branchant. Donc, si on savait faire pour le mouvement brownien branchant, en fait, ça ne nous coûte à peu près rien de faire un théorème pour le champ libre gaussien. Donc, c'est plutôt un sous-produit. Donc, je regarde la probabilité que ce nombre-là, donc ça, c'est toujours pour état stream entre 0 et 1. Donc, je veux que ce nombre-là dépasse beaucoup plus que n2 fois une constante qui est extrêmement plus grande que 1 moins état 2. Donc, cette constante-là, je vais appeler ça mu. Donc, 1 moins état 2 plus petit que mu. Et je ne peux pas aller au-delà du nombre total de points, à savoir n2. Donc, mu, c'est majoré par 1. Donc, n2 à la puissance mu. Donc ça, c'est l'analogue de ce que je suis en train de... on regardait pour le mouvement brownien branchant. Donc, la proba, évidemment, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0, on montre que de façon exponentielle, donc une fonction tau qui s'appelle J, qui dépend à la fois de état et de mu. Oups, pardon. Et ici, pardon, c'est E. Le nombre de particules, donc c'est n puissance moins 2. Voilà. Donc, J état. Même la fonction tau, vous allez voir que ça ressemble beaucoup aussi. Donc c'est état 2 sur 1 moins mu de tau moins 5, qui est aussi extrêmement petit. Donc la seule différence, c'est qu'ici, pour mu, il n'y a pas de carré. Ça, c'est parce que la structure de branchement pour le champ libre gaussien, en fait, c'est juste, ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait comme la structure de branchement dans le mouvement brownien branchant. Bon, donc, je vous ai montré deux mondes parallèles. En fait, c'est d'une seule histoire. Ça veut dire, du point de vue scientifique, ça ne demande pas plus d'efforts intellectuels pour faire ceci. Une fois qu'on sait faire pour le mouvement brownien branchant, maintenant qu'on sait que les deux mondes sont vraiment liés. Okay. Donc maintenant, la dernière partie, c'est que je voudrais vous montrer comment finalement on démontre le premier théorème pour dire que la stratégie de Bernard était bien optimale. Bon, ça, c'est ma troisième partie. Donc, tout à l'heure, dans le cours de Bernard, on a regardé le processus de branchement au sens relativement général, à savoir au sens de Galton-Watson. Mais en fait, je vais étendre encore le contenu
du cours de Bernard sur le processus de branchement. Donc tout à l'heure, dans le cours de Bernard, donc au départ, on avait supposé qu'il y avait un individu. Bon, maintenant, en fait, au départ, vous pouvez avoir un nombre quelconque d'individus, ça ne change rien. De toute façon, chaque individu évolue de façon indépendante des autres. Donc, dans le modèle de Galton-Watson, donc chacun a exactement les mêmes probabilités, se reproduit selon exactement les mêmes lois, à savoir que n'a pas d'enfant avec probabilité Q0, avoir un enfant avec probabilité Q1, etc., jusqu'à avoir K enfants avec probabilité QK. Okay? Donc, ça c'est la... Ici, ça représente la génération du système. Donc, les 3 individus dans mon dessin là, non, ce sont des individus. Les 3 individus, ça représente les 3 individus en génération initiale de mon système. Okay? Donc chacun aura des enfants. Imaginons que là, il y en a 2. Là, imaginons qu'il n'y a rien. Dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de 3e branche. La 3e branche s'arrête même avant de commencer. Okay? Donc, dans la première génération, j'aurai 5 individus. Okay? Et la règle, c'est que les trois individus en génération initiale, la production, ça suit une certaine loi de probabilité. Donc, dans le cours de Bernard, c'était Q. Donc, probabilité d'avoir I enfants, c'est QI. Bon, je vais appeler ça. Bon, Q, je vais utiliser une variable aléatoire, donc je vais plutôt utiliser nu qui est une variable aléatoire. Nu, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, etc. Okay. Donc, sauf que la loi, ça dépend de la génération, d'où l'expression inhomogène. Ça veut dire que la loi, ça change d'une génération à l'autre. Donc, ça, c'est la génération nu 0. Bon, okay. Et les cinq individus qui auront chacun des enfants selon une certaine loi que j'appelle nu1, qui peut être identique à nu0, mais qui peut être totalement différent. Okay? Donc chacun produit. Par exemple, là, il y a un enfant. Imaginons qu'il n'y a pas d'enfant, il y en a 2. Là, imaginons qu'il y en a 4. Et un enfant, etc. Donc ça, du coup, j'en aurai 8 individus en génération 2, mais ça peut diminuer si la probabilité d'avoir 0 enfant est grande, et ça peut même s'éteindre tout seul, okay, etc. Donc là, évidemment, les 8 individus vont chacun produire selon une loi qui dépend de la génération, donc ce que j'appelle nu2, etc. Okay. Donc, comme tout à l'heure, je vais regarder, je ne me souviens plus quelle est la notation que tu as utilisé dans le cours pour regarder le nombre de grand N, c'est ça. Donc, je regarde grand NT, c'est le nombre d'individus à l'instant, enfin, à la génération T. Sauf que, comme ici, le temps est discret, donc contrairement à la situation du mouvement brownien branchant, donc ici T c'est d'un entier, donc T ça peut être c'est 0, donc dans ce cas N0 c'est 3, N1 c'est égal à 5, N2 égal à 8, mais ça peut descendre évidemment. Okay. Donc pour nous, okay. Bon, ça c'est la situation d'un processus de Galton-Watson inhomogène, dont la loi de inhomogène dans le sens que la loi de reproduction, ça dépend de la génération. Donc je regarde le nombre d'individus à la génération T, donc T est très grand, et je veux savoir comment contrôler ce nombre-là. Bon, j'appelle un théorème, mais en fait, le théorème est très simple. Il n'y a aucune profondeur, mais il s'avère que c'est utile.
Donc je suppose, qu'il existe une constante alpha strictement plus grande que 1 et pour chaque i, il y a une constante lambda qui dépend de i strictement positif telle que l'espérance, je crois que dans le cours de Bernard, c'est le crochet. E puissance. Donc, je regarde la loi de reproduction pour la ième génération. Donc, nu i, ça peut être 0 avec une certaine probabilité, ça peut être 1 avec une certaine probabilité, etc. Sauf que la loi dépend de i, a priori. Okay? Donc, je suppose que j'ai un contrôle sur la fonction génératrice de la loi de reproduction à chaque génération. Donc, comme ce qui m'intéresse, c'est juste ce qui se passe à la génération t. Donc, tout ce qu'il me faut, c'est de savoir comment ça se reproduit avant la génération t. Donc, je n'ai pas besoin d'aller au-delà de t-1. Okay. Donc, je suppose que j'ai un contrôle avec une constante justement alpha strictement plus grande que 1 fois lambda i fois mi, où mi, je note la moyenne. Oups. Et je suppose que c'est extrêmement positif. Bon, si c'est 0, ce n'est pas très intéressant. Tout le monde meurt. Et je suppose que c'est fini. Donc ça, c'est mon hypothèse. Donc sous cette hypothèse-là, dans ce cas-là, le théorème dit que quelle que soit epsilon, la probabilité que à la génération t, j'ai un nombre qui est alpha à la puissance t bon. Pour que la probabilité tende à 0, donc j'ai besoin d'agrandir légèrement la valeur de alpha, mais ce n'est vraiment pas très important. L, qui est le nombre initial d'individus, donc dans mon dessin, là, L égale 3. Donc ça veut dire que je pars de la valeur initiale d'individus exactement L individu. Donc en fait, quel que soit L, bon, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc ce n'est pas très marrant d'avoir L égale 0 au départ. Fois le produit entre M0, M1 jusqu'à produit des moyennes, T-1. Oups. Donc, il y a un contrôle. Il y a un contrôle exponentiel. Donc, epsilon fois L sur alpha fois le minimum des lambda. Bon, pour les mathématiciens, c'est que la vraie inégalité, elle est légèrement un peu plus compliquée que ça. Il y a d'autres termes, mais qui n'ont aucune importance pour nous. Donc, l'idée, grosso modo, c'est que même pour un processus Galton-Watson inhomogène, donc a priori, je sais que le nombre, si c'est pour Galton-Watson au sens usuel, le nombre d'individus à la génération t, donc tout à l'heure, on a vu que c'est la moyenne à la puissance t. Autrement dit, c'est le produit entre la moyenne fois la moyenne fois la moyenne, parce que la moyenne elle est identique à chaque génération pour Galton-Watson usuel. En fait, lorsque c'est inhomogène, j'ai envie de dire que je sais toujours contrôler par le nombre d'individus initial, évidemment, fois le produit des moyennes, et fois, donc en fait, en pratique, je vais prendre alpha très très proche de 1, donc alpha plus epsilon, ce sera aussi très très proche de 1. Donc ça, grosso modo, c'est 1. Enfin, moralement, c'est 1. Donc, dans l'échelle exponentielle, en fait, c'est que je peux me permettre d'ajouter quelque chose qui est légèrement plus grand que 1 à la puissance t. Dans ce cas-là, en fait, je vais montrer que cette probabilité est très très petite sous des hypothèses. Bon. La preuve, c'est que je vais écrire une ligne. La preuve, c'est que, en fait, Bernard tout à l'heure a déjà utilisé ça, c'est que je regarde par récurrence à la génération précédente, par ma notation, j'avais ce nombre d'individus, chacun aura
le nombre d'enfants qui, selon une variable aléatoire nu i, bien sûr, qui est de génération, on a dit t, c'est ça. Donc ici, c'est t moins. Ça, c'est juste pour dire que c'est le mu i, pardon. Ça, c'est l'exposant en haut désigne la génération. Je m'excuse. Donc ici, c'est... Je m'excuse. Donc ici, j'ai un certain nombre de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la même loi de nu de t i moins 1, et je somme sur un nombre aléatoire de variables aléatoires. Et ensuite, en fait, j'utilise une égalité de Markov pour majorer la probabilité, l'accueil de distribution par fonction génératrice. Et là, vous voyez que comme j'ai une hypothèse sur la majoration de la fonction génératrice, donc en fait, je peux démontrer ça par récurrence et pour arriver à quelque chose de ce type-là. Okay? Donc même si je n'ai pas fait tous les calculs, j'espère que ça ne surprend personne. Maintenant, un mot sur comment prouver cette conjecture. Donc ça, ce sera les derniers mots. Bon, la preuve, évidemment, ce ne sera pas complète. Donc je vais reprendre ce dessin-là, sauf que je vais discrétiser à la fois le temps, pardon, ça c'est espace, donc position, et le temps. Donc l'espace, de toute façon, je n'ai pas besoin d'aller très très loin. Donc je vais prendre 10 millions fois t. Je sais que, bon, 10 millions, en fait, ça dépend aussi du paramètre A et lambda. Okay. Donc je sais que la chance que j'ai une particule à l'instant t qui dépasse ça ici ou qui soit en deçà de l'autre, je sais que cette probabilité, ce sera beaucoup plus petit que ça. Donc à la fin, ça ne va pas se voir. Okay. Le temps, on a dit que c'est jusqu'à l'instant t. Donc je vais couper le temps en petits morceaux. Je vais couper l'espace aussi en petits morceaux. Donc, en petits morceaux, en fait, c'est plutôt grand. Donc, en fait, la taille, c'est une certaine puissance t à la puissance delta. Et ici, c'est aussi une certaine puissance t à la puissance, disons, delta prime. Donc, ici, delta, ce sont des petites constantes extrêmement positives, mais à la fin, ça va tendre vers 0. Donc, à la fin, ça ne va pas se voir, même si à ce stade-là, donc, en fait, c'est assez grand. Okay. Bon, et maintenant, je regarde un chemin quelconque. Donc je regarde f, un chemin. Par un chemin, j'entends quelque chose qui part d'ici et qui va toujours prendre des valeurs sur l'un des points dans le réseau. Donc f, imaginons que c'est ça, donc qui va toujours... Ok, mon dessin s'arrête là. Oups. Mais je somme seulement sur les chemins dont la position terminale à l'instant t soit en delà de A fois 2t. Donc, parce que dans le système de BBM, je comptais le nombre de points dont la position à l'instant t, c'est au-delà. Donc, ça, c'est A fois 2t. Donc, je regarde un f, un chemin tel que f à l'instant t est au-delà de A fois 2t. Bon, OK. Donc, voici mon argument. C'est que le nombre de particules dans le système BBM dont les positions à l'instant t soient à droite de A fois 2t, donc ça c'est majoré par, si je somme sur tous les chemins f tels que à l'instant t
la position terminale du chemin est à droite de cette position-là, et je somme, donc ça joue leur temps, donc c'est la génération initiale, génération 1, génération 2, etc. Imaginons sa génération M. M, en fait, c'est T à la puissance 1 moins delta. Okay. Donc, tel que... Donc, mon Z, en fait, c'est grand N, pardon. Ou c'est petit n, je ne sais plus comment Bernard a utilisé la notation. Bon, allez, je vais appeler ça grand N. Donc ça, c'est nombre individus qui suit la trajectoire, le chemin de F. Autrement dit, au départ, j'ai une seule particule partant d'ici. À cet instant-là, il y en a beaucoup qui se baladent, je ne sais pas où. Mais ce qui m'intéresse, c'est seulement ceux qui sont autour de ça. Ça veut dire entre 0 et 2 fois ça. Donc, imaginons qu'il y en a 2, et les autres, ça ne m'intéresse plus. Et ensuite, je regarde ici, il y en a combien de points qui sont ici. Donc, imaginons qu'il y en a 3. Et imaginons qu'il y en a 2, 1, il y en a 3, etc. Bon, si à mi-chemin, quelque part, ça disparaît, dans ce cas-là, on fait grand N, c'est 0. Ça n'aura aucune contribution. Donc, tant que je somme sur tous les chemins F, je sais que le nombre de particules qui m'intéressait au départ, c'est majoré par ça. Okay? De toute façon, si je veux que, partant de 0, arriver à quelque part, forcément, ça doit suivre au moins un chemin, un de tels chemins. Okay? Sauf qu'ici, je dis que ça, c'est majoré par le nombre de chemins possibles fois le max sur tous les chemins. Bon, ok. Donc ça, c'est trivial parce que tout le monde est non négatif. Le nombre de chemins, je sais que c'est le nombre de points dans le réseau et tout est polynomial. Donc ça, c'est juste exponentiel d'un petit taux de t. Donc, petit taux de t, ça veut dire divisé par t, ça tend vers 0. Autrement dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne va pas se voir. Bon, la dernière ligne de la preuve. Donc, probabilité qui m'intéressait. Pardon. Donc, on a dit que ce nombre-là est majoré par ça. Donc, ça, c'est majoré par la probabilité que le max de nombre grand N soit plus grand que E puissance lambda t moins un petit taux de t. Le petit taux de t, évidemment, ça va être absorbé par lambda, donc je fais comme si ça n'existait pas. Okay. Le max, ça veut dire qu'il existe un chemin F tel que ça se soit vrai. Donc c'est probabilité de réunion, probabilité de l'union. Donc je dis que probabilité de l'union, c'est majoré par somme des probas. Donc c'est majoré par somme sur tous les chemins F possibles de la probabilité que pour chaque F, je compte ça. Donc j'ai jeté le petit taux de t. Et maintenant, je dis que somme, comme tout à l'heure, c'est majoré par le max fois le nombre. Donc ça, c'est encore majoré par le nombre fois le max. Le nombre là, ça ne m'intéresse absolument pas parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est E puissance un petit taux de t. Donc à la fin, ça ne va pas se voir ici du tout. Le nombre, donc pour chaque f, donc j'ai besoin d'une majoration uniformément en f, mais ça, ce nombre-là, je constate, ça suit justement un processus de Galton-Roisson inhomogène. Sachant que j'en ai 2, je veux savoir combien il y en a là. Mais ça dépend évidemment de cette position-là. Et justement, le contrôle dans mon théorème précédent, ça me permet de contrôler ça, et à la fin, je conclue. Bon, il y a des calculs, mais il n'y a aucune difficulté particulière. Merci beaucoup.